Bonjour chers auditeurs de Radio Pays d'Hérault et bienvenue à ce nouveau volet de votre émission Pas d'accord et alors? Émission résolument positive et dynamique qui nous propose de considérer que les désaccords et les conflits, souvent mal vécus et parfois tabous, sont en fait des catalyseurs, des opportunités pour apprendre à mieux nous connaître. Que ce sont des occasions à exprimer ses émotions et ses besoins. Et si les désaccords étaient des situations sur lesquelles il est possible de construire, qui veut dire bâtir ensemble, au lieu de détruire, qui veut dire démolir la relation. Pour arriver à construire, il est nécessaire d'apprendre. Apprendre à communiquer autrement. Ce qui peut signifier dans un premier temps d'apprendre à s'écouter autrement. D'ailleurs, le mois dernier, nous avons parlé de l'écoute active et de l'écoute attentive. Aujourd'hui, j'ai invité un spécialiste de la communication qui nous donnera des clés et nous expliquera comment mieux se parler en cas de désaccord. Bonjour Ange Menec et bienvenue dans les studios de RPH à Saint-André de Saint-Gonis. Ange, qui êtes-vous ? Bonjour Christelle et bonjour à tous les auditeurs. Après une carrière passée dans la finance en tant que manager en région parisienne, j'ai bifurqué il y a environ 13 ans vers un métier qui valorise les hommes plutôt que les actions boursières. Je suis désormais coach certifié, formateur et consultant. Avec mon expérience et les méthodes que j'ai apprises, j'aide les personnes à passer à un niveau supérieur dans leur désir de changement. Je les aide à aller chercher en eux-mêmes les ressources qui vont les faire progresser. Et je dois dire que c'est un métier très gratifiant, Christelle. Oui, c'est passionnant d'aider les gens à se réaliser. Donc, Ange, dans la communication, lorsque nous sommes dans des conversations ou des discussions qui parfois s'échauffent, nous communiquons peut-être pas toujours de la manière qui convient parce que les émotions prennent dessus. Mais avant d'aller dans les détails et de décortiquer peut-être les erreurs à éviter, qu'est-ce que c'est la communication de façon générale? Si on peut le dire en 3 mots. Alors, en 3 mots, je sais pas. Évidemment, j'étais prévenu de cette interview et donc je me suis un tout petit peu préparé et j'ai récupéré auprès d'un livre que beaucoup de monde connaît, c'est l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Et Bernard Werber dit ceci à propos de la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a en fait 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Donc vous voyez, la communication, ce n'est pas si simple que ça. Oui, en fait, en écoutant je ne sais pas si c'est un poème ou une citation, je me rends compte que finalement, nous avons beaucoup plus de chances de ne pas nous entendre et de nous comprendre que de nous comprendre. Hein. Et donc, quand je dis le conflit, c'est presque un état normal, parce que nous pouvons avoir des heurts dans ce que nous voulons dire, de ce que nous exprimons, ce que l'autre entend. Il est pratiquement inévitable de se heurter. Et d'avoir des désaccords, des conflits. Et donc, une bonne communication, de savoir comment
comment se mettre en relation avec l'autre, c'est vraiment quelque chose que nous devrions apprendre dès la maternelle. C'est exactement ça. D'ailleurs, communiquer vient du latin communicare, qui veut dire être en relation avec, être relié à. Communiquer, c'est aussi se relier d'abord à soi-même, d'abord, et ensuite aux autres. Nous communiquons d'abord en interne, on se parle à soi-même à propos de ses besoins, de ses désirs, de ses attentes. Vous savez, Christelle, nous avons 60 000 pensées qui traversent notre cerveau par jour. 60 000. Donc on s'en dit des choses, on communique en interne. Une fois on se parle en nous-mêmes, on exprime nos pensées aux autres. Et à ce moment-là, il se passe une chose, c'est que nous devenons émetteurs. Et en face de nous, nous avons un récepteur. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un canal de communication. Seulement voilà, c'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas un canal, il y a des canaux. Alors, je ne veux pas entrer trop dans la théorie, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de vous les citer. En premier, il y a le canal non-verbal. On a admis que le canal non-verbal représente environ 55% de la communication. Alors qu'est-ce que c'est que le langage non-verbal ? C'est le langage du corps, la posture, c'est-à-dire les bras ouverts. Là, vous êtes en face de moi, vous avez un bras tendu, l'autre qui est sur votre hanche. C'est une posture. Je peux l'interpréter d'une certaine manière. Une fois que nous avons identifié le canal verbal, non-verbal, qui est le plus important, il y a ce qu'on appelle le canal paraverbal. Qu'est-ce que le canal paraverbal ? C'est la mélodie, c'est le son de ma voix, c'est le timbre de ma voix, c'est son intonation, son débit. Tout le monde reconnaît la présentation séduisante de James Bond quand il dit « Je m'appelle Bond, James Bond ». Et là, on est typiquement dans le paraverbal, dans la mélodie. Et ce n'est qu'en troisième position qu'arrive le verbal. Oui, j'ai oublié de dire que le paraverbal constitue peu ou prou 38% de la communication et le verbal seulement 7%. Le verbal, ce sont les mots que j'utilise actuellement, par exemple, pour vous exprimer, pour m'exprimer. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a encore d'autres canaux, mais dans une moindre mesure. Il y a le supraverbal, c'est-à-dire ce que nous percevons de manière inconsciente, c'est-à-dire un habillement, une montre, une couleur, une mode qui s'affiche en arrière-plan de notre perception visuelle. Il y a ensuite le périverbal. Le périverbal, on entend dans périverbal le périmètre. Périmètre. C'est la distance entre deux personnes qui communiquent. Et selon la distance qu'il peut y avoir entre l'une et l'autre, la communication peut être différente. Regardez tout simplement deux amoureux. Les amoureux sont très proches. Et les gens qui sont opposés, en général, s'écartent. Ça peut avoir aussi une influence par rapport à la culture que nous avons. Dans les pays du Sud, le périverbal, le périmètre, la distance qui sépare deux personnes est beaucoup plus courte que dans les pays du Nord. On utilise plus facilement le toucher, le tactile, alors que dans les pays du Nord, c'est inconvenant. Voilà, et pour terminer, et dans une moindre mesure, il y a ce qu'on appelle l'infraverbal. Ce sont des signes subliminaux tels que les odeurs, les couleurs, la forme des vêtements. Et alors, excusez-moi, mais là, tout ce que vous citez, ça montre la palette finalement de composantes qui rentrent dans une communication. L'état, dans quelle case rentre l'état de la personne qui parle ? S'il est de bonne humeur, s'il est fatigué, s'il est malade, s'il est enthousiaste, dans quelle case rentre l'état
l'état d'être de la personne? Est-ce que ça s'exprime à travers toutes ces différentes choses, comme quelqu'un qui est content, il va être souriant, quelqu'un qui est fatigué ne sourira certainement pas. Est-ce que ça rentre dans le paraverbal ou dans toutes les différentes composantes en même temps? C'est ce qu'on appelle en PNL l'état interne. L'état interne va forcément influer sur l'état externe. Si la personne est fatiguée, si elle n'a pas dormi de la nuit, c'est clair qu'elle ne va pas bondir et être d'un enthousiasme débordant. Donc il va y avoir effectivement influence entre l'état interne avec l'état inferne, qui peut affecter en effet le non-verbal, le paraverbal et tous les autres canaux que je vous ai cités. Mm-hmm. Et donc, en Allemagne, il y a un modèle justement dans l'écoute et dans la communication qui est beaucoup utilisé, comme en France, donc le émetteur-récepteur, c'est le modèle à 4 oreilles. Je dis ça seulement pour les gens qui s'y intéressent et s'ils veulent chercher sur Internet. Le modèle de 4 oreilles de Schultz von Thun qui explique aussi très bien les différents canaux, comment quelqu'un peut dire quelque chose et comment l'autre peut le recevoir. Et le résultat peut être de façon très, très étonnante et différente. Pour être concret, je peux vous prendre un exemple que j'ai vécu. Je vais prendre le cas de Natacha, que j'ai coachée il y a quelques années. Natacha est manager dans une entreprise pharmaceutique en région parisienne et elle pilote une quinzaine de personnes. Physiquement, Natacha est très grande. Elle a une voix qui porte, un visage sévère. Et habituellement, elle a l'habitude de s'exprimer de manière assez directe. Elle a un problème. C'est la raison pour laquelle elle est venue me voir. Elle a une grande difficulté à établir une relation harmonieuse avec une de ses collaboratrices. Et ça aboutit à des conflits entre elle et sa collaboratrice. Et ce conflit, malheureusement, comme c'est souvent le cas, perturbe l'ensemble du service. Elle croit avoir tout essayé pour faire en sorte que les choses s'harmonisent et rien ne fonctionne. Et quand elle vient me voir, elle est désespérée. Elle ne sait plus par quel bout prendre le problème. Alors, nous passons quelques séances ensemble pour explorer différentes pistes. Et au bout de quelques temps, elle prend conscience que son langage non verbal, c'est-à-dire sa posture, la manière dont elle se tient, son verbal, c'est-à-dire les mots qu'elle utilise, et son paraverbal, c'est-à-dire le ton et le volume de sa voix, et enfin le périverbal, c'est-à-dire le périmètre, la distance entre elle et sa collaboratrice, tous ces éléments de communication ne sont pas adaptés. Elle décide de tout revoir. Et Christelle, le résultat est magique. Que s'est-il passé? Lorsqu'elle venait voir sa collaboratrice, qui était assise derrière son écran, et lorsqu'elle lui faisait une remarque, sa collaboratrice le prenait très mal parce qu'elle se sentait dominée. Dominée par cette femme très grande, très imposante, avec une allure sévère, une voix forte. Elle se sentait dominée et elle se mettait en position inférieure. Et ça la rendait extrêmement agressive de se sentir dans cette position. Du coup, elle réagissait très mal et ça partait en conflit. Lorsque Natacha a revu sa position, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans l'open space, elle s'est approchée de cette collaboratrice et elle s'est mise à son niveau, c'est-à-dire qu'elle s'est baissée. Elle s'est rapprochée d'elle, elle l'a regardée dans les yeux, mais d'égal à égal, puisqu'elles étaient au même niveau. Et au lieu de
crié à la cantonade ce qu'elle avait à dire à cette collaboratrice, elle lui a chuchoté ce qu'elle avait à lui dire et à elle seule. Le résultat a été fantastique. Ça a complètement changé la donne. Tout simplement en modifiant le curseur de certaines de ces canaux de communication, le courant est nettement mieux passé qu'avant. Et du coup, la relation s'est apaisée et le service entier en a profité puisqu'ils ont pu retrouver un climat social bien meilleur. Donc parfois ce sont des toutes petites choses qui font que la réaction de l'autre part en live, comme on dit, pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui est juste suite à un ressenti de quelque chose et qui peut être complètement erroné. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc ça pourrait être intéressant de nous filmer pendant une journée entière pour voir comment l'autre nous voit, parce que nous ne nous voyons pas, nous nous entendons souvent pas, et je pense que nous serons tous très étonnés de nous voir sur un écran, de voir nos mimiques, d'entendre notre intonation, de voir nos expressions ou la façon dont nous disons ou faisons les choses. Je crois que nous aurons des surprises. Tout à fait. Si vous permettez, je peux terminer par quelques conseils. Oui, avec plaisir. En ce qui concerne le non-verbal, je suggère de bien respirer. Quand on est en situation de conflit, de bien respirer, et notamment avec le ventre. Le fait de respirer avec le ventre permet de faire descendre le stress, de réguler la respiration. Lorsque nous avons une respiration haute, c'est beaucoup plus saccadé. Avec le ventre, c'est beaucoup plus calme. Bien se redresser, décroiser ses mains, ses bras, ses jambes, bref, se mettre en position d'ouverture et non pas de fermeture. Le regard, on est toujours dans le non-verbal, le regard. Regardez l'autre calmement, de manière neutre, sans agressivité dans les yeux. Bien surveiller sa gestuelle. Un bras qui se lève. Un poing fermé. Le doigt pointé sont autant d'indicateurs qui menacent l'autre et qui sont perçus vraiment comme une menace, comme un danger. C'est pour ça les politiques, ils s'entraînent à avoir des gestes ouverts, avec la main ouverte, de faire des larges gestes et de ne pas... Absolument. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. On le voit bien. Effectivement, c'est une... Dans les campagnes électorales, on le voit bien. C'est un très bon exemple. Regardez les débats et regardez les gens qui interviennent. D'une personne à l'autre, on voit une différence de communication. Toujours dans le non-verbal, je recommande, et ça c'est une technique de PNL, de programmation neurolinguistique, qui est une technique de communication, je recommande de se synchroniser. Je vais prendre un exemple. Regardez deux amoureux prendre un verre dans un bar. Vous observerez que très souvent, ils ont sensiblement la même position. Pourquoi ? Parce qu'ils sont synchronisés l'un avec l'autre. En revanche, deux personnes qui sont en conflit vont avoir des attitudes totalement opposées. Donc si on veut se rapprocher de l'autre pour apaiser la relation, apaiser le conflit, il est préférable de se mettre en harmonie avec lui. Donc on fait jouer les fameuses neurones miroirs. Voilà, absolument. Quelque part, ça revient à ça. Concernant le paraverbal, attention à la voix. Une voix trop forte, trop aiguë, trop rapide, saccadée, stressée, peut être ressentie comme une agression supplémentaire. Il vaut mieux avoir une voix neutre, ferme et rassurante. Et enfin, pour le périverbal, c'est-à-dire la distance, il vaut mieux avoir une distance qui ne soit ni trop proche, ni trop éloignée au début de votre interlocuteur avec lequel vous avez un conflit. Et je vous suggère que progressivement, vous vous rapprochez de lui. En vous rapprochant progressivement de lui, vous allez entrer dans son périmètre d'intimité
Et ce sera peut-être l'occasion pour vous de faire mieux passer vos idées et de vous rapprocher et d'aplanir le différent. Enfin, je terminerai avec le verbal. Essayez d'entrer dans le monde de l'autre. Utilisez ses mots, ses expressions, son canal avec lequel il communique. Écoutez sans interrompre. Écoutez avec sincérité. Si vous n'écoutez pas avec sincérité, ça se voit. Si lorsque la personne vous regarde, vous levez les yeux en faisant une mimique, ça peut être pris comme un refus, comme une opposition. Abstenez-vous de dire non. Dites plutôt oui. Oui, je comprends. Et de mon côté, je pense que, et non pas mais. Le et relie, le mais sépare. Et puis, évitez à tout prix de dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, le tu. Le tu. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est d'utiliser l'humour. Mais faites-le avec tact et élégance pour dédramatiser. Pour finir, en prévention des conflits, parce que c'est l'expérience qui m'a montré que la plupart des conflits proviennent d'un manque de clarté dans les rapports. Je conseille d'être clair dans votre intention, clair dans les faits, clair dans les attentes que vous avez, clair dans l'expression de vos besoins. La plupart des conflits proviennent justement d'une absence de clarté. Alors vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Soyez très vigilants et mettez l'accent sur la clarté. Merci Ange de tous ces bons conseils qui sont nombreux. Je conseille à nos auditeurs de réécouter en podcast cette émission parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à en retirer et même si nous ne pouvons certainement pas tout mettre en application en une seule fois, ça donne une bonne base d'apprentissage. Donc, je rappelle que vous êtes coach et formateur et que vous exercez sous le label Activement au sein de la coopérative d'entrepreneurs Ariac 34 à Clermont-Lérault. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter si vous voulez témoigner. Merci à Axel à la technique et merci à RPH de nous permettre à nous exprimer en toute liberté. Chers auditeurs, soutenez les radios libres, elles ont besoin de vous. Je vous dis à bientôt à un prochain volet de Pas d'accord et alors.